Bonjour, je suis Thierry Grillet, directeur du développement culturel à la Bibliothèque nationale de France. Et ce soir, je reçois Frédéric Aïtouati dans le cadre du partenariat avec la revue en ligne AOC, qui a publié une série d'essais qu'il a intitulé Relire au temps du confinement. Et Frédéric Aïtouati, qui est historienne des sciences et chargé de recherche au CNRS, a décidé de consacrer un essai à l'un des premiers livres de Bruno Latour qui s'appelle Les microbes, guerre et paix, qui est un livre de 1984. Frédéric Aïtouati, bonsoir. Bonsoir. Comment avez-vous choisi et pourquoi avez-vous choisi au temps du confinement, puisque vous avez publié ce texte le 23 mars 2020, soit après à peine 10 jours après le confinement. Pourquoi avoir choisi ce livre de Bruno Latour pour ses échos à la situation de confinement dans laquelle on se trouvait? Alors le titre parle de lui-même, hein, les microbes, guerre et paix. On pourrait dire pour commencer qu'il y a au moins deux raisons qui m'ont donné envie de relire ce texte, d'une part, et ensuite d'en proposer une lecture au moment où on était tous saisis par ce qui nous arrivait. Vous vous souvenez, le 23 mars, donc j'ai écrit ce texte en fait entre le 16 mars et le 23 mars, enfin, très rapidement. J'avais déjà travaillé dessus, hein, mais je le connaissais, mais j'ai eu envie comme ça, au moment où on était tous pris dans une espèce d'actualité. On ne décollait pas nos yeux des journaux, des nouvelles, on essayait de comprendre cette chose-là. J'ai eu envie de relire ce texte qui, pour moi, m'avait marqué quand j'avais découvert il y a quelques années, déjà parce que c'est une façon de donner à voir l'entrée un peu spectaculaire et tonitruante d'un nouvel sur la scène politique, sur la scène du monde, chose qui bien sûr nous était rappelée violemment au début de la crise. Maintenant, on a appris à vivre avec ce virus et on sait qu'il est là, mais ça a été une espèce de choc. Et puis deuxième raison, le sous-titre originel du livre, hein, Guerre et paix, au moment même où, bien sûr, le président de la République a choisi de mettre cette lutte contre l'ennemi invisible sous le signe de la guerre. Voilà, donc ça me paraissait intéressant, au moins pour ces deux raisons-là déjà, de relire ce texte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à bien d'autres essais qui s'intéressent, disons, à la sociologie de la peur, à la sociologie de la foule, des effets d'une telle annonce dans l'opinion publique avec son cortège de fake news, vous vous intéressez, et Bruno Latour, en réalité, s'intéresse à la vie de laboratoire, à la sociologie de laboratoire. Comment, finalement, la découverte de ces microbes va révolutionner, mais j'allais dire, sur la paillasse l'ensemble de la société. Alors, vous avez raison de faire le lien avec le texte qui a précédé cette publication, hein, c'est-à-dire que les microbes guerre épée, vous l'avez rappelé, paraît en 84, à une époque où Bruno Latour a déjà fait paraître Laboratory Life, la vie de laboratoire, d'abord en anglais d'ailleurs, hein, qui est le résultat d'un travail de terrain qu'il a mené au Salk Institute, à côté de San Diego, en Californie, pendant des années, et où il a commencé effectivement à réfléchir très concrètement à comment travaillent les scientifiques, comment ils font émerger de nouveaux êtres, en fait, hein, qui a été, on pourrait dire, un des fils directeurs qui est toujours un des fils directeurs de son travail. Alors, oui, il y a un lien, effectivement. Mais ce qui est intéressant, je trouve, avec les microbes guerre épée, c'est que c'est un pas de côté par rapport à la sociologie des sciences. Et ça dit bien, d'ailleurs, d'emblée, à quel point Bruno Latour ne peut pas être, à mon avis, étiqueté comme sociologue des sciences. Ça serait très limitatif. En fait, dans ce livre, il fait un travail d'historien. Donc, c'est presque un historien des sciences qui reprend le grand épisode de la pasteurisation de la France, et il l'associe, c'est intéressant, ce texte des microbes est associé à un petit livre de philosophe, vraiment, de philosophie qui s'appelle Irréduction, qui est une espèce de manifeste de la pensée de Bruno Latour, encore une fois, très, très au début de sa carrière de philosophe, mais qui propose d'emblée l'idée qu'on ne peut pas réduire les êtres du monde à une vision justement sociologique, purement anthropocentrique, et c'est important de leur faire une place.
une place dans la pensée, une place dans la société, une place politique. Donc effectivement, c'est intéressant de voir qu'il y a ce lien d'emblée entre laboratory life, travail de terrain, d'anthropologie des sciences, et les microbes guerre épée, travail d'historien, philosophe, qui saisit le travail scientifique en partant de ces pratiques. Alors avant d'arriver à l'entretien sur les microbes, qui est au fond votre projet, nous faire relire les microbes de Bruno Latour, il y a une dimension d'entrée de jeu, du reste dans le titre de l'essai de Bruno Latour, une dimension littéraire. C'est Tolstoï qui est derrière Guerre et Paix, et on a le sentiment, à vous lire, que c'est moins une analyse qu'un récit. Ce texte-là, et ça fait penser en effet à cette dimension littéraire ou peut-être théâtrale de Bruno Latour, qui encore aujourd'hui a pu mettre en scène des textes ou même imaginer une pièce de théâtre, notamment sur Gaïa. Vous êtes vous-même metteur en scène et vous travaillez en proximité avec Bruno Latour. Alors, est-ce qu'il est toujours dans cette sphère? Oui, totalement. D'ailleurs, c'est sur ce terrain-là qu'on s'est rencontrés, hein, beaucoup plus que sur le terrain, je dirais, purement de l'histoire des sciences ou de la philosophie. C'est-à-dire que moi, j'ai une compagnie de théâtre depuis 15 ans et ça fait 10 ans que toutes les pièces que je mets en scène, c'est pratiquement toujours avec lui. Donc, on travaille ensemble, je le mets en scène lui-même parfois. La pièce Gaia Goel Circus que vous citez, il l'a lancée, mais c'est moi qui l'ai mise en scène. Donc, en fait, il n'est pas metteur en scène, il est plutôt dramaturge, parfois acteur. Donc, effectivement, c'est sur ce terrain-là qu'on s'est rencontrés. Et moi, ce qui m'a touchée quand j'ai relu ce texte des microbes, c'est de voir à quel point cette métaphorique théâtrale est déjà présente. Et on pourrait dire en quelque sorte que depuis qu'on travaille ensemble, il est un peu passé de la métaphore à la réalité. Enfin, je l'ai un petit peu aidé, je crois, à littéraliser les métaphores théâtrales, c'est-à-dire, lui, il parlait du théâtre de la preuve. C'est l'un des grands concepts très importants, d'ailleurs, qu'il va reprendre dans la suite de ses écrits. L'un des grands concepts qui est mis en place dans le livre des microbes. Le théâtre de la preuve, c'est quoi? C'est la science en tant qu'elle est une démonstration publique et en tant qu'elle a une théâtralité propre. Et encore une fois, ce n'est pas du tout négatif de reconnaître et d'analyser cette théâtralité propre à la démonstration scientifique. Et puis moi, de mon côté, je venais plutôt du théâtre et de la littérature et ce qui m'intéressait, c'était la même chose que Bruno Latour, c'est-à-dire voilà, pourquoi le travail scientifique peut être mis en scène, qu'est-ce que ça dit du travail de la pensée. Voilà. Et donc maintenant, on travaille depuis 10 ans ensemble sur d'autres manières de faire ce théâtre de la preuve. Alors, pour revenir maintenant aux microbes, qu'est-ce que ce livre et quelle est son importance? Pourquoi faut-il le relire aujourd'hui? Évidemment, à la lumière de cette période de confinement et puis de l'irruption du virus. Alors, il est important à beaucoup d'égards. Hein. Il est important dans le développement simplement disciplinaire de l'histoire des sciences et des STS, comme on dit, hein, Science and Technology Studies, qui sont vraiment nés en Angleterre, aux États-Unis, en France, dans ces années-là, hein, autour de 84, 85, 83. Donc, c'est un texte qui est important à ce titre, en tant qu'il participe, hein, qu'il a contribué à ce mouvement de naissance des Science Studies, comme on dit. Mais pour nous, il est important pour une autre raison, moins historienne, qui est que, effectivement, c'est un texte qui nous rappelle à quel point nous ne sommes pas les seuls acteurs de la Terre. Voilà, nous ne sommes pas les seuls agents. Et là, ce qui est important, que je n'ai pas trop développé dans l'article parce que c'est un peu technique, c'est de faire le lien entre, je dirais, l'analyse sémiotique, l'analyse scientifique et l'analyse politique pour aller vite. C'est-à-dire que Latour travaille sur l'idée des agents, hein, d'une agentivité. Qu'est-ce qui agit dans le monde? Et quand on commence à regarder les acteurs du monde de cette manière-là, et là, vous voyez encore une fois que le théâtre est présent, hein, qu'est-ce qui fait l'action? Qu'est-ce qui agit dans le monde? Quels sont les acteurs? Quels sont les acteurs? Voilà, on est obligé d'étendre cette définition de l'acteur au non-humain.
Et donc ce texte est peut-être le texte qui fait entrer les non-humains sur la scène politique, scientifique, et qui les considère comme réellement agissants, et donc infiniment important à prendre en compte. Alors bien sûr, ce qui est troublant et intéressant en même temps, c'est que ça arrive à des moments de crise. C'est-à-dire qu'on le sait bien, c'est ce qu'on est en train de vivre. On s'intéresse au virus parce que brusquement, on est menacé par une pandémie mondiale. Mais finalement, c'est pas tellement l'angle principal de ce texte. Ce texte nous rappelle à quel point on doit les inclure tout le temps, ces acteurs différents, pas seulement en temps de crise, puisqu'en fait, ils fabriquent nos conditions de vie, on les fabrique avec eux. Voilà, donc c'est un texte qui est intéressant aujourd'hui dans ce qu'on pourrait dire, dans ce qu'on pourrait appeler le tournant, comment l'appeler, le tournant écologique de la pensée contemporaine, enfin cette prise en compte des autres vivants en temps de crise, mais pas seulement en temps de crise, simplement au moment où on veut survivre, on veut subsister, on est obligé de prendre en compte les autres qu'humains. Et d'une certaine façon, la révolution pasteurienne, c'est en tout cas le propos initial de Bruno Latour, consiste à montrer, c'est d'ailleurs le titre de votre article, que nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de monde sur le théâtre du monde, pour reprendre une expression shakespearienne cette fois-ci, et que ce nombre d'invisibles participe de notre vie et peut-être explique un certain nombre de choses que les scientifiques, les politiques, les auteurs, les créateurs, les poètes de l'époque ne voyaient pas. Alors c'est ça que vous montrez, c'est que cette découverte s'enlève sur des intuitions de l'hygiénisme, par exemple. Oui, absolument. C'est très intéressant de voir que on savait depuis longtemps que quelque chose se passait. C'est-à-dire que les microbes, c'est pas non plus une découverte qui surgit comme ça de rien. Et ça, c'est une des forces peut-être de l'analyse de Latour, c'est de montrer à quel point une découverte seule dans un laboratoire n'a pas vraiment de sens et de portée. C'est-à-dire qu'elle s'adosse à une situation politique, à un mouvement qui est ce mouvement hygiéniste qui avait compris qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la contagion. Les concepts ne sont pas totalement nouveaux, hein. Et ce qui est très intéressant, c'est la manière dont Bruno Latour montre comment les hygiénistes se saisissent très très rapidement de ces découvertes de laboratoire, parce que brusquement ça colle en quelque sorte, ça correspond à ce qu'ils avaient commencé à comprendre, mais ils ne savaient pas à quel endroit ça se passait. Et il y a cette très belle métaphore qui pour le coup est très contextuelle, hein. On est dans les années 1870, on sort de la guerre avec la Prusse, enfin voilà, la guerre est partout, et brusquement, enfin il y a des... Évidemment, vous parliez tout à l'heure de l'écriture de Latour. Moi, j'aime beaucoup ce moment où il dit, voilà, l'ennemi était partout, on n'arrivait pas à savoir où il était parce que la frontière était trop grande. On savait que ça passait, on ne savait pas par où ça passait, en fait. Et brusquement, le fait de repérer des micro-organismes, on se met à dire, eh ben voilà, ça passe par les yeux, par la bouche, par la main, par le sang. Bref, on invente les gestes barrières. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a une forme d'intuition collective de ce mal qui est partout sans être nulle part et qui nous traverse et qui vit avec nous. Oui, tout à fait, mais on n'arrivait pas à... après, il y avait des théories depuis le Moyen-Âge, depuis le XVIIe siècle, sur les miasmes. Enfin, on sentait bien que quelque chose se passait dans l'air, dans l'eau, mais c'est vraiment cette idée de situer. Et situer, en l'occurrence, avec Pasteur, ça veut dire en partie rendre visible. Et là, on retrouve le théâtre d'une manière qui, moi, me passionne, c'est-à-dire être capable d'identifier ces nouveaux agents, ça veut dire être capable de les montrer, d'en faire un théâtre. Et le théâtre va être aussi petit qu'une boîte de pétri ou qu'une goutte sous une préparation de microscope, de microscope, mais peu importe où ça va être ces fameuses
ces fameuses moisissures avec lesquelles Pasteur travaille. Et il va beaucoup travailler, Pasteur et ensuite Latour dans son texte, à montrer qu'il y a des effets comme ça de preuve avant, après. On bouche un flacon, on le débouche, on laisse une préparation se corrompre, ça donne une autre préparation. Enfin, voilà, il y a tout un petit théâtre scientifique de la preuve qui est, bien sûr, comment dire, le grand exemple de ça, c'est l'exemple de Pouilly-le-Fort. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, on vaccine des animaux et juste une partie des animaux, on laisse sans vaccin les autres, et bien tous ceux qui ont été laissés sans vaccin meurent. Voilà, donc là on est dans la démonstration, dans le théâtre de la preuve le plus absolu, et Bruno Latour dit souvent que ça serait impossible de faire un truc pareil aujourd'hui. Enfin, il jouait gros en fait, c'était d'une audace théâtrale et politique assez folle de faire ce genre de mise en scène réellement. Hein. Mais évidemment, une fois qu'il a eu cette démonstration éclatante, il a pu avancer et proposer de développer les vaccins autrement. Alors, ce qui m'a frappé aussi dans votre essai, c'est, et donc la réflexion que vous conduisez sur ce livre, c'est le fait que finalement Bruno Latour, à travers les microbes, remet en perspective la figure du savant. Ça n'est pas le solitaire qui va découvrir quelque chose, mais c'est un homme qui, au fond, porté par le temps, par les idées de ce temps, finit par concrétiser ces idées à travers une réalisation, à travers une preuve, à travers le théâtre de cette preuve. C'est donc peut-être une réflexion aussi sur, entre guillemets, au sens étymologique, le génie, qui est un génie plutôt collectif et pas une forme d'héroïsme intellectuel. Oui, vous avez raison de le souligner. Moi, c'est une des choses qui m'a beaucoup plu dans ce texte. C'est un petit peu une critique du grand homme, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que la référence à Tolstoï que vous mentionniez tout à l'heure est importante, parce que dans Guerre et Paix, enfin c'est dans Guerre et Paix en fait que Latour trouve cette critique paradoxale. Moi, j'ai pas relu Guerre et Paix il y a longtemps, mais en fait, il montre bien dans Les Microbes à quel point Tolstoï, lui aussi, renverse un peu les grandes figures militaires et montre qu'elles ne sont rien sans les armées derrière, et qu'en fait, il faut raconter autrement l'histoire. Et effectivement, c'est un petit peu un geste de provocation aussi de prendre Pasteur. Pasteur, c'est le nom de toutes nos écoles, de toutes nos classes ou de toutes nos avenues. Donc, c'est une façon non pas de déboulonner pour le coup Oui. les grandes figures, mais c'est pas la question, mais bien de dire ces grandes figures ne sont jamais seules. Et l'héroïsation n'a pas vraiment de sens. Et s'il y a du génie, parce qu'il y a bien une forme de génie, il consiste à savoir, comment dire, à savoir s'adosser à un mouvement culturel, social. Et puis, il a une manière aussi, Latour, de décrire la carrière de Pasteur qui, moi, m'a beaucoup impressionné. Il dit qu'il va en diagonale. Alors, ça veut dire quoi, aller en diagonale? Ça veut dire qu'il commence à faire quelque chose dans une discipline, et au lieu de poursuivre, comme les gens normaux le font, dans la même discipline, il va transférer ce qu'il a appris et ce qu'il a acquis dans une autre discipline. Et à chaque fois... C'est-à-dire, de quelle discipline à quelle discipline l'étude des animaux, alors, en l'occurrence, je me souviens... Des vins, des fromages... Voilà, c'est-à-dire qu'on passe de la fermentation aux questions de médecine, et ensuite au laboratoire, à la chimie. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces associations qui, pour nous, sont évidentes, l'association entre le laboratoire et la médecine, ce n'était pas du tout évident au XIXe siècle. C'est déjà une espèce de pas énorme d'oser faire ce lien-là entre chimie et médecine, entre études des bêtes, études des hommes, entre effectivement études des levures et études des bactéries, enfin des microbes. Et puis c'est encore autre chose quand il passe au virus.
puisque si je ne dis pas de bêtises, je crois bien que la peste, c'est un... Voilà, il faudrait que je revoie un petit peu. C'est la puce du rat. Voilà. La puce du rat. Donc en fait, il est capable de passer, et ça c'est assez impressionnant, à quelque chose qu'il ne voit pas, alors que les bactéries, la bactérie du charbon, voilà, il la voit. Donc il y a tout ce travail très impressionnant de cette diagonale, de cette carrière en diagonale, qui à chaque fois profite de ce qu'elle a acquis dans une autre discipline et le met au service d'un nouveau problème, d'une nouvelle question. Et finalement, le génie de Pasteur est là, plutôt qu'une espèce de génie à l'ancienne de la figure héroïque solitaire, effectivement, dans son laboratoire. Il capte en quelque sorte, Hegel dirait, le Zeitgeist, il est en fait l'esprit du collectif, en quelque sorte, qui s'exprime à travers un homme ou un phénomène. Et alors, au fond, si on revient à la période contemporaine, on est quand même frappé par le fait que, de ce point de vue-là, on n'a pas de figure comme celle-là, disons, ou alors si on a une figure de scientifique, elle est quand même très éloignée du théâtre de la preuve avec quelqu'un comme Didier Raoult, qui a été en fait la figure en France justement de l'homme qui voit le virus ou qui voit l'invisible, et qui lui aussi est porté par autre chose, puisqu'il est assimilé, disons, à la France d'en bas, à la France des gilets jaunes, une France qui conteste les élites. Quel lien pourrait-on faire entre justement la situation disons, de Pasteur face aux microbes et des scientifiques d'aujourd'hui face au virus? C'est peut-être une grosse question. J'ai conscience que c'est une question. C'est une grosse question, mais j'ai peur que dans l'exemple que vous nommez, enfin dans la personne que vous nommez, le professeur Raoult, j'ai peur qu'il n'y ait vraiment aucun lien, en fait. C'est un petit peu ma réaction. En tout cas, c'est une figure de scientifique ou de praticien qui émerge à ce moment-là. Oui, oui, c'est vrai, mais là, on parle de la France. C'est-à-dire que si on va voir un petit peu ailleurs, on se rend compte qu'il y a en Allemagne, par exemple, il y a une figure d'immunologiste qui a émergé, j'ai oublié son nom, mais un grand professeur aussi, qui a pris la parole dans les médias tous les jours et de manière plutôt très cadrée, très sensée, qui a d'ailleurs participé à une forme de sérénité et de manière de prendre la crise en développant tout de suite les masques, les tests, voilà, je dirais quelque chose d'assez sensé en fait, dans la prise en compte de la crise. Et effectivement, c'est assez troublant. Je vous avoue que c'est trop proche pour moi pour en faire une analyse, et puis c'est pas vraiment mon sujet, mais ça me paraît assez frappant de voir que la figure française qui a émergé est celle-là, qui effectivement est beaucoup plus le signe, vous l'avez dit, d'un rapport un peu provocateur à l'institution, qui est beaucoup plus le signe de ça que le signe d'un courant scientifique important. En ce sens, il n'y a pas vraiment de comparaison possible entre Pasteur et Raoult, à mon sens. D'autant qu'il n'a pas fait de découverte, il a proposé une solution miracle, ce qui est exactement l'inverse de ce qu'a fait Pasteur, en quelque sorte, qui était de construire patiemment une preuve, des protocoles dans un laboratoire, de mettre en place justement tous ces protocoles sur lesquels la science d'aujourd'hui et l'immunologie s'appuient. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut relire aujourd'hui Les microbes de Bruno Latour. Oui, je crois, et aussi pour le plaisir de lire un texte, vous le disiez, qui est vraiment écrit avec une plume alerte, nous raconter comme en miroir des moments de crise et des moments ces moments terribles où on a comment dire, on est face à un danger terrible et on n'a pas encore la solution. Et c'est rare en fait. On est habitué quand même
dans notre monde contemporain hyper médicalisé à avoir un peu des solutions pour tout et des médicaments. Et là, on est pris dans cette incertitude. Et c'est vrai que c'est très frappant de relire ce texte aujourd'hui et de nous dire que finalement, face à ces êtres-là, on est toujours aussi démunis et il faut absolument les vivre avec eux, les prendre en compte et pas simplement au moment où ils viennent menacer nos corps. Merci beaucoup Frédéric Aïtoati d'avoir conduit ce merveilleux plaidoyer pour la relecture de Microbes, guerre épais, les microbes de Bruno Latour. Je vous dis à bientôt et merci encore pour ce conseil de lecture. Merci beaucoup.